Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Belga Youssef Chafik, je suis néphrologue praticien hospitalier au centre hospital universitaire de Batman et aujourd'hui on va aborder l'examen de la bouche. Comme plan du cours, on va commencer par une petite introduction avec un rappel anatomique. Ensuite, on passe partie par partie de la cavité buccale, s'intéresser à l'examen de chaque partie, à savoir les lèvres, les dents et gencives, la langue et le plancher de la bouche, la muqueuse buccale et enfin la gorge. La cavité buccale représente la première portion de l'appareil digestif. Elle ne doit pas être négligée au moment de l'examen d'un patient, d'autant plus s'il se plaint de symptômes abdominaux. Ainsi, l'examen de la bouche permet d'apprécier le degré d'hydratation, rechercher des lésions spécifiques telles que des ulcères, des papules qui peuvent rentrer dans certaines maladies et dans certaines situations, ces lésions peuvent être des signes d'orientation, que ce soit locaux ou additionnels, qui peuvent permettre le diagnostic d'une maladie généralisée. Comme rappel anatomique, la cavité buccale est faite de parties externes accessibles, c'est les lèvres supérieures et inférieures, les dents qui sont normalement au nombre de 32 chez l'adulte, avec des gencives, le plancher, le palais et son voile, ainsi que la luette. On voit aussi les logettes où sont localisées les amygdales. La base d'insertion de la langue et sur sa face inférieure se trouve le frein de la langue où on peut retrouver l'attouchement des glandes salivaires accessoires sous-mandibulaires. On commence par les lèvres où les lésions peuvent être multiples et variées. Sur la photo, on voit des crevasses aux angles de la bouche qui réalisent ce qu'on appelle une chélose ou une stomatite angulaire. Dans la plupart des cas, c'est des lésions banales. L'herpès labial aussi, qui peut se voir sous forme d'un amas de vésicules sur la lèvre ou sous la peau environnante, avec des poussées qui peuvent être associées à des états fébriles. Donc on voit sur la photo l'amas de vésicules au niveau de la lèvre inférieure. Aussi, il faut être méticuleux, surtout chez des sujets à risque, à la recherche d'un carcinome de la lèvre qui se présente sous forme d'une lésion nodulaire qu'on voit ici sur la photo droite, ou bien une plaque épaissie qu'on voit sur la photo de gauche au niveau de la lèvre inférieure. Elle se situe le plus souvent au niveau de la lèvre inférieure et il faut toujours chercher des ganglions submentaux qui peuvent être métastatiques. Les chancres syphilitiques primaires, qui sont rares, mais y apparaissent comme des nodules labiaux en forme de bouton, qui peuvent s'ulcérer et former des croûtes, qu'on voit ici sur la photo, que ce soit sur le versant externe de la lèvre inférieure ou bien sur le versant interne de cette lèvre. Ces lésions sont très contagieuses et imposent le port de gants lors de l'examen de cette lésion. Dans certaines situations, des lésions plus rares, ce qu'on appelle les téléangiectasies hémorragiques héréditaires ou le syndrome de Rondius-Weber, qui est observé sur les lèvres, la langue, la muqueuse buccale et nasale, ainsi qu'aux extrémités des doigts, peuvent toucher la portion supérieure du tractus intestinal jusqu'à l'extrémité inférieure de l'œsophage. Sur la photo, on voit ces téléangiectasies, les dilatations capillaires au niveau de le joue et en péribuccal. Des lésions exceptionnelles telles que
syndrome de Peutz-Jeghers, qui se présente sous forme de macules pigmentées à la jonction cutano-muqueuse autour de la bouche, sont quand même à rechercher. On a terminé avec les lèvres. Maintenant, on avance au fur et à mesure pour arriver aux dents et aux gencives. Donc, je vous ai dit que l'adulte, normalement, possède 32 dents. Chez le malade, il faut qu'on établisse une formule dentaire et on précise le nombre de caries en examinant l'état des gencives. Donc, l'examen des dents et des gencives recherche la présence de gingivite ou bien une gingivorragie qu'on voit sur la photo gauche, ou bien une ulcération, taftose buccale qu'on voit sur la face interne de la joue sur la photo de droite. L'examen de la langue et le plancher de la bouche. À l'état normal, la langue est recouverte de papilles, elle est humide et de couleur rosée comme on voit ici sur la photo. Les anomalies de la langue peuvent être soit une langue sèche, qu'on appelle une langue rôtie, qu'on voit dans les états de déshydratation, ou bien une langue qui est lisse et dépapillée, réalisant l'aspect d'une glossite, qu'on trouve généralement lors des carences en vitamine B12 et acide folique. Elle peut être aussi lisse, luisante, rouge carmin lors des cirrhoses, ou bien blanche, dite saburale, qu'on voit au cours des maladies infectieuses. L'examen de la langue aussi permet d'apprécier son épaisseur, donc devant une langue épaissie, augmentée de volume, il faut penser à l'hypothyroïdie, surtout chez l'enfant, ou bien à l'amylose, d'autant plus que le sujet est âgé. Dans les deux situations, la langue est augmentée de volume, réalisant ce qu'on appelle une macroglossie. Une langue turgescente avec des empreintes des dents sur les bords peut être observée lors des situations d'hyperhydratation. L'examen du plancher de la bouche, on le réalise en demandant au patient de placer le bout de la langue contre la voûte du palais et on observe la face inférieure de la langue avec ses veines inguinales proéminentes, le frein et le plancher de la bouche. Donc, à l'aide d'un abaisse-langue et d'une lampe lumière blanche, on examine la cavité buccale en demandant au patient de prononcer le fameux « A ». À l'état normal, la muqueuse buccale est rose, humide, comme on voit sur la photo. De chaque côté du frein se trouve l'orifice des glandes sous-maxillaires. Donc c'est au niveau de la face inférieure de la langue que l'on recherche le subictère qu'on a vu lors des cours sur les ictères. Alors la muqueuse buccale est examinée au niveau de la face interne des joues. On recherche des lésions qui peuvent siéger à ce niveau, mais elle est aussi normalement humide et rosée à l'état normal, comme on voit sur la photo. Les anomalies qui peuvent intéresser la muqueuse buccale sont une muqueuse sèche qui constitue un signe de grande valeur de déshydratation. Dans certaines situations, elle devient rouge, inflammatoire, parsemée de petits points blanchâtres qu'on voit sur la photo, ce qu'on appelle le signe de Koplik ou l'énothème de la rougeole, qu'on retrouve au cours de la rougeole. Dans certaines situations, on peut retrouver des taches pigmentées, comme on voit ici sur la photo, sur la face supérieure de la langue, réalisant des taches bleues ardoisées au cours de la maladie d'Addison, qui constitue une insuffisance surrénalienne progressive ou lente. On arrive à la gorge, l'examen du pharynx qui comporte un examen du voile du palais
de la luette et de l'amygdale. Quand je vous ai dit, à l'aide d'un baisse-langue placé sur le tiers moyen de la langue, on demande au sujet de dire à l'état normal, les amygdales sont petites, de couleur rosée, et elles présentent des cryptes peu profondes de coloration rosée. Donc, les anomalies de la gorge peuvent être soit des amygdales augmentées de volume, hypertrophie amygdalienne qui lui sont bénignes, ou bien ces amygdales peuvent être cryptiques, où il va y avoir une accumulation des débris cellulaires et des aliments, réalisant un aspect blanchâtre sur les surfaces des amygdales, ce qu'on appelle les cryptes profondes. Les amygdales peuvent être inflammatoires, rouges et vives, dans le contexte d'une angine érythémateuse, comme elles peuvent être rouges et parsemées d'éléments blancs dans le cas d'angine érythémato-pultacée. Enfin, ces amygdales peuvent être recouvertes de fausses membranes avec des amygdales rouges diffuses et des pseudomembranes blanchâtres qui couvrent les amygdales qu'on retrouve lors de l'angine diphtérique. Voilà, j'ai fini mon cours sur l'examen de la bouche et je vous remercie de votre attention.